Content de vous voir aussi nombreux, ça fait plaisir. Et je sais qu'il y en a qui ont choisi la conférence plutôt que la comète. Vous avez bien fait de venir ici. La comète, elle est là, mais un peu faiblarde, elle s'en va. Alors, c'est le retour du cycle univers. Donc, c'est notre cycle de conférences qui existe depuis presque 25 ans, si pas plus, autour de l'astronomie et de l'espace. Et c'est un cycle où, en fait, on prend beaucoup de plaisir parce qu'on peut se permettre d'inviter les meilleurs spécialistes du sujet. Et voilà, donc ce soir, on a la chance d'accueillir François Hammer, qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Et il va nous parler de quoi? Alors, quand on parle d'astronomie, quand on évoque l'astronomie, il y a souvent quelques images comme ça qui nous viennent à l'esprit. On imagine les planètes, les anneaux de Saturne, et puis on imagine ces espèces de grandes spirales qu'on appelle les galaxies. Et François Hammer est spécialiste de ces galaxies qui posent beaucoup de questions. Alors François a contribué à pas mal de choses, il a fait toutes sortes de découvertes au niveau des galaxies vraiment lointaines, il a contribué à mettre en place un modèle sur la formation des galaxies. Et voilà, on est quelques-uns dans la salle à faire de la vulgarisation de l'astro depuis tout le temps, donc on est habitué à raconter les mêmes choses sur les galaxies. Et puis en fait, rien qu'en discutant quelques heures avec François, on se rend compte que waouh, la science a fait des progrès spectaculaires et que même nous qui sommes habitués, on a appris énormément de choses cet après-midi. Parce que François, il nous emmène en fait dans l'intimité de notre galaxie à nous, parce qu'aujourd'hui, on a des instruments assez fantastiques qui nous permettent de voir comment bouge chaque étoile de la galaxie indépendamment. Donc c'est assez fantastique. Donc François, mille merci d'être venu jusque chez nous. Je vous rappelle, tu es ici chez toi. Et j'ai oublié de dire que François a publié tout récemment un bouquin qui s'appelle « Voyage de la Terre aux confins de l'univers ». Il est en vente à l'entrée. Les étudiants peuvent vous le vendre si ça vous intéresse. Et je pense que François ne serait pas contre l'idée de vous le dédicacer. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Faites de beaux rêves. C'est parti. La parole est à toi. Merci beaucoup, Francesco. Vous m'entendez bien? Super, c'est formidable. Francesco m'a fait visiter Mons d'abord. Donc j'ai appris pas mal de choses sur la ville de Mons que je ne connaissais pas. C'est une très très belle ville. J'ai appris ce que c'était les doudous aussi, ça m'a beaucoup intéressé, ainsi que la sainte locale. Donc c'est vraiment c'était un très bon moment. Et j'espère que je vais pouvoir partager avec vous un moment sur justement la discussion sur une révolution qui est en train de se faire aujourd'hui, sur la compréhension. En fait, on est en train de mesurer la masse des galaxies. Et ça, c'est tout nouveau parce que c'est quelque chose qui a toujours été très difficile à faire. Donc, en fait, le thème s'appelle Révolution galactique. On va d'abord beaucoup parler de quelle galaxie? La nôtre, notre Voie lactée. Et ensuite, on va parler d'autres galaxies aussi, parce qu'on arrive maintenant à faire des choses qui étaient inconcevables il y a 30-50 ans. Donc le plan que je vous propose, c'est d'abord discuter un peu les aspects contextuels, comment on a réussi, je dirais, à comprendre notre galaxie et en particulier à décrire ce qu'on appelle sa courbe de rotation. Alors, courbe de rotation, j'y reviendrai, c'est rien d'autre que la courbe qui montre la vitesse de rotation en fonction du rayon de la galaxie. C'est rien d'autre que ça. Ensuite, on passera sur les aspects mesures, c'est-à-dire qu'on est arrivé, grâce à des mesures, à montrer en fait que la Voie lactée était beaucoup moins massive que ce qu'on pensait auparavant. Et ce n'est pas un peu moins massif, c'est 5 fois moins massif. Oui, ça fait quand même beaucoup. C'est pas qu'elle a maigri au lavage, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, finalement, montrer quelque chose qui a été une grande surprise dans le comité astronomique, c'est des découvertes qui ont été faites l'an dernier, qui a été la découverte de ce qu'on appelle le déclin keplérien. C'est une courbe de rotation qui va décliner de façon keplérienne. Je vous montrerai ce que ça veut dire. Ça a beaucoup d'impact, effectivement, en astronomie, parce qu'on pensait que ça n'existait pas. Finalement, on va comparer un petit peu ce qui a été fait récemment, en particulier avec le satellite Gaia, qui est un satellite européen de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui a fait des miracles dans l'astronomie récente, et essayer de comprendre pourquoi il y a vraiment une baisse de la masse de notre galaxie. Et puis finalement, on va parler du reste. On va parler des autres galaxies qui entourent la nôtre. Notre galaxie est entourée par plein de petites galaxies naines. Et ces galaxies naines étaient réputées pour avoir énormément de matière sombre. En fait, certaines d'entre elles avaient même 1000 fois plus de matière sombre que de matière ordinaire. Et là, à nouveau, Gaïa amène quelque chose, et apparemment, ce ne serait pas tout à fait correct. Et finalement, si j'ai le temps, je vous parlerai de ma grande copine, c'est la grande galaxie d'Andromède, notre grande voisine,
qui est une galaxie qu'on a modélisée très longuement et pour laquelle c'est pas encore publié, mais je me permettrai de vous donner quelques indications sur sa masse, à nouveau. Alors pour commencer, le contexte, notre galaxie et sa courbe de rotation. Alors, ce que vous voyez ici, il n'y aurait pas moyen d'éteindre un tout petit peu, au moins cette partie-là. Ce que vous voyez ici, c'est le ciel vu dans l'hémisphère nord et vu dans l'hémisphère sud. En fait, ce que vous voyez ici, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Nous voyons la Voie lactée comme un disque, alors qui est, comme vous voyez, qui fait une espèce de sinusoïde, vous voyez, parce qu'il est projeté sur le ciel. Nous sommes à l'intérieur de ce disque, nous faisons partie de notre galaxie, partie de notre propre galaxie. Et ce que vous voyez ici, vous voyez déjà des choses, on voit qu'il y a des régions très lumineuses, des régions très sombres. Cette région-là va correspondre en fait à ce qu'on appelle le centre de la galaxie, j'y reviendrai. Et ce qu'a fait un astronome amateur qui a travaillé sur des données et sur des images qu'il a prises sur tous les télescopes de l'Organisation européenne, l'ESO, il s'est amusé à transformer en fait cette image en ceci. Ça va y aller. Donc il a en fait rien fait d'autre que déprojeter, un petit peu comme vous faites quand vous avez une carte, vous savez, de l'ensemble de la Terre, d'accord ? Vous avez une map monde, vous pouvez la projeter sur une carte. Il n'a rien fait d'autre que ça. Et ce que vous voyez ici, maintenant, c'est quelque chose qui ressemble à une galaxie spirale vue de côté. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette galaxie? On voit effectivement un disque. Toutes les étoiles qui sont ici sont des étoiles du disque, comme notre Soleil. C'est des étoiles qui tournent autour du centre de la Voie lactée. Elles sont en rotation. On dit qu'un disque est soutenu, supporté par la rotation. Et puis, on voit qu'il y a une espèce de renflement ici qui correspond en fait au bulbe ou à la barre de la galaxie, qui correspond en fait au centre de notre galaxie. Alors, la première chose que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il y a des régions extrêmement lumineuses ici, mais des régions extrêmement sombres. Donc il faut se poser la question, pourquoi il y a ces régions sombres? Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins d'étoiles, qu'il n'y a plus d'étoiles, alors qu'on est au centre de l'objet? En fait, ça ne veut rien dire d'autre que c'est de la poussière qui fabrique ces zones qu'on appelle des zones de charbon. C'est de la poussière, et cette poussière est due à des étoiles extrêmement massives, qui sont les supernovae, qui fabriquent des éléments lourds, et donc de la poussière. Et en fait, c'est des régions en fait, où il y a même plus d'étoiles ici que là. Mais vous voyez que c'est embêtant, parce que ça nous gêne, effectivement, ces poussières, parce que nous, on veut accéder à l'ensemble de la structure de notre Voie lactée. Alors, pour faire ça, il y avait deux possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser un vaisseau spatial absolument extraordinaire qui serait capable de nous envoyer à 100 000 années-lumière de nous et d'aller regarder quelle était la morphologie de notre galaxie. Vous vous doutez que ça n'a pas été la solution adoptée. Donc la solution adoptée a été tout à fait différente. Le problème ici, c'est que l'image précédente est celle qui est au-dessus. Et cette image-là, c'est l'image de notre galaxie telle qu'on la verrait si on la voyait de face. Comment on a fait ça? En fait, pour faire ça, on a utilisé l'infrarouge, parce que la lumière infrarouge n'est pas sensible à la poussière. Donc on a pu récupérer toute la cartographie de la galaxie, où vous voyez que notre galaxie a une gigantesque barre et plusieurs bras spiraux, vous voyez, qui s'enroulent autour de la barre. On a pu positionner le Soleil lui-même, qui est ici. Et puis pour la petite histoire, juste pour avoir un peu une notion des tailles, des échelles, si on s'amusait, vous voyez le point qui est ici, si on s'amusait à le grossir, si vous le grossissez 1 million de fois, ben vous retrouvez quoi, le système solaire? Vous voyez les tailles en jeu. Donc là, nous, on va rester sur la Voie lactée, sur sa forme. Et la première question que je voudrais avoir de votre côté, là, je me permets de vous poser, c'est
vous voyez que cette galaxie, elle tourne en fait les étoiles qui sont comme notre Soleil. Notre Soleil tourne à la vitesse de 240 km par seconde autour du centre de la Voie lactée. Est-ce que vous avez une idée, juste en regardant cette image, quel est le sens de rotation de notre galaxie? Ça tourne, à votre avis, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire? Je me permets, hein. Aiguille d'une montre ou le contraire? Non, mais là, comme je vous vois à l'envers, ça ne marche pas. Aiguille d'une montre ou le contraire? Aiguille d'une montre, tout à fait. En fait, ça, vous pouvez faire la même expérience. C'est très simple. Vous faites couler de l'eau dans votre évier. Vous mettez de l'eau sale, de préférence. Vous la faites couler, vous allez voir apparaître des bras spiraux. C'est le même problème, c'est un problème d'hydrodynamique. Donc une fois qu'on sait ça, on sait aussi que notre galaxie, c'est un disque mince, puisqu'ici, ça fait que 2500 années-lumière. Excusez du peu, il faut 2500 ans à la lumière pour passer de là à là. Mais par contre, sur son diamètre, c'est 100 000 années-lumière. Il faut 100 000 ans à la lumière pour traverser tout le diamètre du disque de la Voie lactée. Du coup, on va se poser la question maintenant. On a dit que la galaxie était en rotation, qu'il y avait une vitesse de rotation, donc on va s'intéresser à connaître cette vitesse de rotation. Et alors là, on trouve un problème assez considérable. La vitesse de rotation, je répète, hein, c'est rien d'autre que la vitesse des étoiles ou du gaz, hein, de tout ce qui est dans la galaxie, autour du centre de la galaxie, en fonction du rayon. Donc ça va varier en fonction du rayon. Ça s'appelle une courbe de rotation. Le problème, c'est que nous, on est dans la galaxie. Et ce n'est pas une bonne idée. C'est une très, très mauvaise idée. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Le Soleil, il tourne. Donc on a dit dans cette direction. Mais on va vouloir observer une étoile ici, ou du gaz ici. Mais lui aussi, il va tourner. Mais vous êtes dans le disque. Le disque, il est mince. Donc la rotation des étoiles que vous allez regarder, ça va être une rotation dans le ciel. Mais le problème, c'est que avant Gaïa, je vais revenir dessus, on ne savait mesurer que les vitesses qui venaient vers nous. Le problème, c'est que l'essentiel du mouvement, il est dans le ciel. Il y avait un énorme problème, et la conséquence de ce problème, c'est qu'on était dans une galaxie, chez nous, et la courbe de rotation de notre galaxie était la plus mauvaise de toutes les courbes de rotation. Oui, c'est pas agréable, hein, quand même. Alors, je vais vous montrer l'exemple. Ça, c'est la courbe de rotation telle qu'elle a été montrée par l'astronome japonais Sofue, qui montre effectivement que tant que vous êtes à peu près dans des régions relativement internes, on a une courbe de rotation qui ressemble à quelque chose, mais vous serez d'accord avec moi que quand vous êtes dans cette région-là, on a du mal à savoir où on est. Alors, juste aussi un petit aparté, les astronomes ont un défaut, on va me le dire, il y en a plusieurs, mais il y a un grand défaut, c'est qu'ils ne sont pas très bons sur les unités de mesure. Vous voyez, année-lumière, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Une année-lumière, c'est la distance que met, la lumière, que parcourt la lumière en une année. C'est assez simple à comprendre, c'est assez, je dirais, robuste et solide. Ben non, on a inventé le parsec, ou le kiloparsec. Kiloparsec, c'est 1000 parsecs. Alors, le parsec, c'est autre chose. C'est la distance à laquelle vous seriez pour voir la distance Terre-Soleil sur la taille d'une seconde d'arc. C'est quand même assez trapu, vous voyez. Malheureusement, les astronomes n'utilisent que cette unité, le parsec. Donc toutes les figures que je vais vous montrer vont être en parsec. La seule chose que vous devez savoir, c'est qu'un kiloparsec, c'est 3260 années-lumière. Alors du coup, vous voyez, 15 kiloparsecs, c'est le rayon du disque de la galaxie. Et puis, si je fais juste un tout petit cran plus loin, s'il veut bien fonctionner, excusez-moi, le Soleil est à 8 kiloparsecs. Il est à peu près intermédiaire entre le centre et le bord. Oui. Mais à partir de là, je parlerai uniquement en kiloparsecs parce que les astronomes parlent en kiloparsecs. Je n'y peux rien. Alors, les dernières courbes de rotation avant Gaïa,
était, vous voyez, un peu chaotique. Vous voyez, ça fait des bosses, ça ondule, ça circule, et vous voyez des barres d'erreur absolument phénoménales, parce que là on est sur des barres d'erreur qui sont de plus de 100 km par seconde. Donc on avait une courbe de rotation de la Voie lactée qui était absolument horrible comparée aux courbes de rotation des galaxies externes. Donc c'était quand même très embêtant parce que notre galaxie, a priori, c'est quand même la galaxie qu'on connaît le mieux, puisqu'on est dedans. Et voilà Gaïa, ça a été vraiment la première révolution de Gaïa, ça a été le second data release, le second jeu de données qui a été obtenu de Gaïa, et qui, lui, a permis de faire quelque chose de complètement différent. Cette fois, on a non seulement mesuré les vitesses qui venaient vers nous, mais les vitesses dans le ciel. Gaïa est un satellite astrométrique, je vais y revenir. Et vous voyez, ici, c'est la courbe de rotation de la Voie lactée, donc les vitesses en km par seconde en fonction du rayon. Et vous voyez les précédentes mesures qui ondulaient, qui avaient des barres d'erreur géantes. Les mesures de Gaïa, c'est les points noirs. Les barres d'erreur sont à l'intérieur des points. Donc il y a une réduction au niveau de la précision de facteurs qui sont de l'ordre de 100. Donc on est passé d'un coup, et c'est pour ça qu'on parle de révolution, de la plus mauvaise courbe de rotation qu'on connaissait à la meilleure courbe de rotation qu'on a pu connaître. Et ça, c'est une révolution parce que ça veut dire que maintenant, notre galaxie, je peux dire, on commence à la connaître comme notre poche. Alors pourquoi Gaïa est extraordinaire? Gaïa, c'est le deuxième satellite astrométrique qui a été lancé, dont le but est de faire la chose suivante. Le but, c'est de regarder 1 milliard d'étoiles, et pour ce milliard d'étoiles, en fait, ils vont même arriver à 2 milliards, pour ces 2 milliards d'étoiles, on va être capable de mesurer leur vitesse dans le ciel. Alors comment ça fonctionne? En fait, Gaïa, il balaye le ciel de façon périodique, et systématiquement, il compare la position des étoiles à différentes époques. Il regarde des mouvements qui sont absolument minuscules, puisqu'on est en dessous de la microseconde d'arc, 10-6 secondes d'arc, et on peut mesurer ainsi la vitesse des étoiles, de 2 milliards d'étoiles, dans le ciel. Et ça, c'est une révolution absolue. Pourquoi c'est une révolution? C'est une révolution parce que, pour un physicien, grâce à Gaïa, vous allez obtenir quelque chose qui est totalement unique en physique, c'est d'obtenir en même temps les positions en 3 dimensions et les vitesses en 3 dimensions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle l'espace des phases. Quand vous connaissez les positions en 3 dimensions, les vitesses en 3 dimensions, vous savez tout. Vous savez où va aller l'objet dans le futur et où était l'objet dans le passé. Donc en fait, c'est complètement unique, que ce soit en physique quantique, que ce soit en physique newtonienne ou en physique relativiste, c'est le Graal des physiciens. Puisqu'une fois que vous avez ça, vous avez un système qu'on appelle déterministe, sur lequel vous savez exactement ce qui va se passer et vous pouvez mesurer ce que vous avez envie de mesurer. Et évidemment, on ne peut pas le faire sur tout, mais dans notre galaxie, on va se régaler. Alors, je vais vous donner un exemple parce qu'on va beaucoup en parler. Imaginez maintenant que vous avez une étoile dans le disque, vous avez mesuré ses mouvements en 3 dimensions, vous connaissez sa position en 3 dimensions, c'est-à-dire vous connaissez exactement, totalement son orbite. Si vous trouvez une étoile comme le Soleil, notre Soleil il est à 8 km par sec du centre, il tourne à 240 km par seconde, il met typiquement 220 millions d'années pour faire un tour, il a fait déjà une vingtaine de tours, il est totalement en équilibre avec le potentiel de la Voie lactée. Grâce à ça, vous avez tous été dans des manèges. Qu'est-ce qui se passe dans un manège? Si le manège tourne très vite, vous êtes repoussé vers l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'un système est stable? C'est un équilibre, qu'on appelle l'équilibre du viriel, entre la vitesse qui vous pousse vers l'extérieur, c'est-à-dire une vitesse de changement de référentiel, et la gravitation. Et si vous connaissez la gravitation, vous connaissez la masse. Avec la simple orbite de notre Soleil qui est quasiment parfaitement circulaire, je peux vous dire, sans la moindre difficulté, que la masse de la galaxie à l'intérieur de l'orbite de 8 kg par sec que fait notre Soleil,
c'est à peu près le double de la masse qu'on connaît en étoiles et en gaz neutre. Vous voyez, juste avec ça. Il n'y a pas grand-chose quelque part. Alors maintenant, on va investiguer comment ça se passe pour toutes les autres étoiles. Parce que le Soleil, c'est bien, mais pourquoi ne pas faire ça sur toutes les étoiles? Il se trouve qu'il y a eu une deuxième révolution Gaïa. Deuxième révolution Gaïa, c'est à nouveau le jeu de données qui s'appelle DR3, c'est le troisième jeu de données, dans lequel, évidemment, le satellite a continué à balayer le ciel, mais plus il balaye le ciel, plus la précision augmente. Bien sûr, parce qu'il réobserve les mêmes étoiles, il réobserve les mêmes étoiles, il réobserve les mêmes étoiles. En fait, on est passé du nombre d'étoiles qu'on peut observer de 7 millions à 33 millions. Les incertitudes sur les mouvements dans le ciel ont été divisées par 2. Et les incertitudes sur ce qu'on appelle les parallaxes ou les distances ont été divisées par 1,3. Évidemment, on va encore plus profond et on va commencer à chercher des choses un peu plus amusantes. Et en fait, dès que ce catalogue est paru, 2 articles ont immédiatement été publiés. Vous vous doutez bien que les astronomes se sont un peu rués dessus. Vous remarquerez que les 2 premiers auteurs sont chinois. Vous verrez que le 3e article, c'est la même chose. Ce n'est pas complètement inintéressant. Donc, ces 2 premières mesures qui ont été faites de la courbe de rotation, en fait. Alors, la première utilisait énormément d'étoiles, presque 1 million d'étoiles, vous voyez, dans le disque. Et puis, avait des distances qui n'étaient quand même pas si bonnes. Mais ils avaient une méthode pour expulser les objets qui étaient les moins fiables. Et puis un autre article a utilisé un autre set d'étoiles, des étoiles pour lesquelles on connaissait les distances, mais évidemment il y avait moins d'étoiles. Vous voyez, l'un dans l'autre, ils n'ont pas utilisé le même jeu de données, mais ils ont utilisé le même satellite, les positions, les mouvements propres par Gaïa. Et voilà ce qu'ils ont obtenu. Donc ce que vous voyez en rouge, en rouge et en jaune, c'est le premier article, et en bleu, c'est le deuxième article. Et alors, si vous vous intéressez à cette partie-là, vous apercevez que lorsque vous dépassez typiquement le bord du disque de la Voie lactée, que tout le monde descend très rapidement. Et que les 2 jeux de données, en fait, qui sont basés sur des données différentes, ce n'est pas les mêmes étoiles, nous donnent typiquement la même chose. Et la question après qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est vrai? Parce que ça chute beaucoup. Alors certains d'entre vous ont dû entendre parler des courbes de rotation plate des galaxies. Quand les auteurs ont publié ces premiers articles, on s'est posé des questions. Est-ce que toutes les galaxies ont des courbes de rotation plates? Puisque ça, vous accepterez que ce n'est pas très très plat, on va dire. Alors cependant, ce n'est pas tout. C'est pas tout parce que vous avez plein de problèmes en astronomie. Parce qu'il y a plein de moyens d'avoir des distorsions d'une courbe de rotation. Par exemple, notre galaxie, elle a ce qu'on appelle un petit gauchissement. Ce n'est pas exactement un disque mince, allongé, parfait. Il y a un tout petit gauchissement. Il y a aussi ce qu'on appelle un flare, c'est-à-dire un écartement. C'est-à-dire que la galaxie a une épaisseur plus grande à grande distance. Donc il y a des petits effets comme ça qui peuvent aussi effectivement affecter la courbe de rotation. Et c'est un peu ça que je vous invite à regarder. Donc une certaine méconnaissance aussi des étoiles qu'on va utiliser pour faire la courbe de rotation, des distributions de vitesses qui ne sont pas des vitesses de rotation qu'il faut connaître, qu'on connaît grâce à Gaïa, mais qu'il faut bien comprendre. Et puis ces effets, je vous disais, le disque, il n'est pas parfaitement... il y a un petit gauchissement, il est un peu tordu, si vous préférez. Donc il faut qu'on fasse attention à tout ça. Donc pour tenir compte de ces effets, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a coupé l'échantillon en 2 parties spatiales pour vérifier si les 2 parties étaient les mêmes. Comme ça, on pouvait éliminer justement les problèmes qui étaient liés à ça. Et puis on a aussi carrément testé ce qu'on appelle les équations dynamiques, parce qu'un disque en rotation, c'est une certaine dynamique qui est maîtrisée par ce qu'on appelle les équations de Hughes. Je ne vous sortirai pas les équations de Hughes, elles sont un peu compliquées. Il y a pas mal de paramètres, des équations typiquement différentielles, mais c'est des équations qui sont absolument extrêmement puissantes pour comprendre la dynamique d'un système.
on a tenu compte de toutes ces incertitudes supplémentaires. La galaxie n'est pas aussi simple que ce qu'on peut espérer, ce n'est pas un disque parfait, tout n'est pas parfait dans notre monde, y compris dans notre galaxie. Et on a trouvé cette courbe de rotation où, en fait, on a montré que les incertitudes qui étaient trouvées auparavant étaient sous-estimées. Et en fait, on a trouvé les points rouges que vous voyez ici, mais on observe toujours la même chute. En fait, on peut dire qu'on a même surestimé les incertitudes, donc on est très sûr de nous au niveau du résultat. Alors c'est un travail qui a été fait, le premier auteur est aussi un étudiant qui finit sa thèse en ce moment d'ailleurs, qui a fini de rédiger sa thèse là, qui est aussi d'origine chinoise, avec les Chinois ont vraiment une ampleur importante en astronomie. Et les gens que vous voyez ici sont des spécialistes des courbes de rotation. Du coup, une fois qu'on avait ce résultat, on pouvait passer à la pratique. C'est-à-dire, je vous ai dit, si vous avez un système qui est à l'équilibre, notre Soleil par exemple, mais les autres étoiles de la Voie lactée, vous allez pouvoir calculer la masse. Vous allez calculer la masse, y compris la masse totale de notre galaxie. Et ça n'a jamais été fait. C'est la première fois qu'on a pu faire ça. Donc c'est la deuxième révolution Gaïa. Et elle est basée sur quelque chose de très très simple, c'est que notre galaxie est un peu particulière. Nous vivons dans une galaxie qui est très aimable, très gentille. Et pourquoi cela? Ça a été découvert en fait depuis 2007. On a montré en fait que notre Voie lactée est une galaxie qui a eu très peu d'interactions avec ses voisines. Elle n'a pas eu de grand choc depuis presque 10 milliards d'années. Il y a 10 milliards d'années, il y a eu une collision entre deux galaxies qui ont en fait formé même le disque de notre propre galaxie. Mais depuis 10 milliards d'années, certains astronomes disent « Oh, vous savez, la Voie lactée, en anglais, ils disent « that's boring hein, », c'est un peu emmerdant, voilà, parce qu'on s'ennuie. Il y a moins d'activité. Et c'est confirmé en fait par Gaïa, parce que ce qu'on a pu montrer en fait, c'est que des étoiles qui sont situées vraiment, mais loin du centre, à plus de 20 km/s du centre, bien au-delà du disque, on a pu montrer que leurs orbites, c'était ça. Vous voyez que c'est une orbite complètement circulaire. Et c'est vrai pour la quasi-totalité de ces étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces étoiles situées par exemple à 20 kPa ou 26 kPa, elles ont pu décrire 6 orbites. Mais là, c'est intéressant. Parce que si vous avez un système, notre Soleil est un bon exemple, si vous avez une étoile qui tourne autour du centre de la Voie lactée, et puis qui refait un tour, et puis qui refait un tour, et puis qui refait un tour, votre étoile, elle est à l'équilibre. Et si elle est à l'équilibre, c'est la même chose. Je vous ai parlé de l'équilibre entre la force qui vous expulse, d'accord? La force dite centripète qui correspond... et la gravitation, vous pouvez mesurer la gravitation, vous pouvez mesurer la masse. Et du coup, c'est là où les choses deviennent plus croustillantes. C'est que du coup, on récupère cette fois la courbe de rotation, c'est la même que tout à l'heure. La seule différence, vous voyez ici, c'est que cette fois on part de 0 en vitesse. Tout à l'heure, on partait de 160. Vous avez la courbe de rotation qui correspond à tous ces points-là. La ligne noire correspond à la masse totale, qui permet de reproduire cette courbe de rotation, qui est décomposée entre typiquement ce qu'on appelle les baryons, c'est-à-dire la matière ordinaire ici, et ce qu'on appelle la matière non ordinaire, qui est ici. Donc, on peut regarder le rapport entre la matière ordinaire sur la matière non ordinaire, et on peut calculer surtout la masse totale de la Voie lactée. Alors, je vous ai dit, elle est réduite. C'est quand même 206 milliards de masses solaires. C'est pas non plus... c'est pas un tout petit objet. Ça reste quand même quelque chose de très grand. Dans un très grand rayon. Du coup, c'est
ça a énormément choqué les astrophysiciens parce qu'ils attendaient 5 fois cette valeur. Ils attendaient plutôt 1000 milliards. Et je vous raconterai comment ça a été fait à l'époque, comment on a réussi à trouver, comment on a pu trouver ces valeurs-là. Certainement pas par la courbe de rotation, il n'y en avait pas. Et alors, ce qui a été encore plus spectaculaire l'an dernier, c'est qu'on a commencé à détecter autre chose, c'est-à-dire qu'au bord de la Voie lactée, ben, on commençait à voir que la courbe de rotation de notre Voie lactée ne se comportait pas du tout de la même façon des autres. On a trouvé ce qu'on appelle le déclin keplérien. Alors, je vais vous expliquer, parce que peut-être parmi certains d'entre vous, vous ne savez pas trop ce que c'est le déclin keplérien, je ne sais pas. Le déclin keplérien, c'est les lois de Kepler. Les lois de Kepler, c'est les lois de Newton. Hein, c'est la gravitation universelle, rien d'autre. Et pour expliquer la décroissance keplérienne, le mieux, c'est de regarder ce qui se passe chez nous, dans notre système solaire. D'accord ? Où en fait, le système solaire, c'est quoi en termes de masse ? Le système solaire, en termes de masse, c'est le Soleil. 99% de la masse du système solaire, c'est le Soleil. Donc on peut considérer que le système solaire en approximation, première, deuxième, troisième approximation, c'est le Soleil et rien d'autre. Par contre, on peut se servir des planètes pour savoir comment elles tournent. On peut utiliser les lois. Vous voyez ici, ce que vous voyez ici, c'est la force centrifuge. Ici, ce que vous voyez, c'est la force de gravitation. Les deux sont à l'équilibre. Pourquoi ? La Terre, ça fait un petit moment qu'on fait des tours autour du Soleil. Hein. On peut dire qu'on est en équilibre autour du Soleil, d'ailleurs tant mieux pour nous. Hein. Ce serait très désagréable autrement. Et puis, en fait, si vous appliquez cette relation, vous allez trouver que la vitesse doit être proportionnelle à l'inverse du carré du rayon. Alors, je vais vous simplifier ça très vite. Prenons Saturne. Saturne, il est 10 fois plus loin que la Terre. Il est exactement 10 fois plus loin. Si je fais racine carrée de 10, je trouve 3. D'accord ? Et effectivement, Saturne va exactement 3 fois moins vite que la Terre. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Donc le déclin keplérien, c'est ce à quoi obéissent tous les systèmes gravitant autour d'un système dont on connaît la masse. Parce que là, c'est pas très compliqué. Mais alors, pour la Voie lactée, voilà ce qu'on observe. C'est la même courbe de rotation que précédemment. Ce qu'on voit, je vous ai parlé d'une décroissance rapide, elle est bien là. Ce que vous voyez ici projeté, c'est la même image que je vous ai donnée tout au début. C'est l'image de la Voie lactée. Vous voyez que le bord du disque est à peu près par là. Et la chute keplérienne est là. Alors ça a encore moins plu, je dirais, par rapport à l'histoire de la masse, puisque là, on commençait à toucher quelque chose de beaucoup plus grave, qui est un des fondements de la cosmologie. Alors pourquoi ? La première chose, c'est que la décroissance, elle est vraiment pas négligeable. 30 km par seconde entre ce point-là et ce point-là, c'est beaucoup. On trouve une décroissance qui est exactement keplérienne, mais alors cette fois, il y a un autre problème. C'est qu'on connaît la masse ordinaire dans notre galaxie. On la connaît, on sait mesurer la masse des étoiles, on sait mesurer la masse du gaz neutre. On trouve 60 milliards de masse solaire. 60 milliards par rapport à 206 milliards, c'est presque le tiers. Et ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'on pensait auparavant. En fait, là, il faut repositionner ce qu'on connaissait sur les courbes de rotation des galaxies. À l'époque, oui, ça remonte à un siècle, hein, quand même. Presque, 99 ans. À l'époque, on mesurait les courbes de rotation de toutes les galaxies, sauf la nôtre. Mais enfin, c'était déjà pas mal. Il y a beaucoup de galaxies, donc on pouvait en mesurer beaucoup. L'aventure a commencé en 1925, il y a 99 ans, par la mesure de la courbe de rotation de notre grande compagne, la galaxie d'Andromède, que vous voyez ici. Vous voyez, avec la même chose, vitesse de rotation. Cette fois, la distance est en années-lumière. Et en fait, à l'époque, la courbe de rotation qu'on trouvait pour Andromède, ou M31, hein, c'est la même chose, était relativement, comme vous voyez, plate. Ce que vous voyez, la courbe rouge montrait la décroissance keplérienne qu'on attendait s'il n'y avait que des étoiles du gaz neutre. Et on trouvait normalement cette courbe rouge.
évidemment, quand on a découvert ça, et on a redécouvert ça en particulier dans les années 78, on s'est dit, bah attendez, il y a un problème. Ici, il y a de la matière, bon, grosso modo, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est acceptable, mais là, ça ne va plus du tout. Il n'y a plus de matière visible, on ne voit plus rien. Donc il faut une autre matière. C'est la première preuve, ça a été la première preuve de l'existence d'une matière sombre. Et où elle devait être, cette matière sombre? Bah, là où il y a un problème, donc à l'extérieur, dans le halo. Vous voyez, donc ça a été la première preuve de matière invisible, ou matière sombre, comme vous voulez, dans l'univers. Et vous voyez, ça semble totalement contradictoire à ce que je vous ai montré sur la Voie lactée. J'espère que, au moins ça, c'est... Donc la question, pourquoi? Comment on peut avoir... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la première chose, je reviens dessus, c'est que notre galaxie, elle a quand même, je répète, une particularité, elle est vraiment à l'équilibre, comparée aux autres. Je veux dire qu'elle n'est pas parfaitement à l'équilibre. L'équilibre parfait n'existe pas. Mais il y a un équilibre qui vous permet de dire « Ah, mon équilibre est suffisant pour que je puisse mesurer la masse. » Et puis il y a des objets qui sont tellement chaotiques que vous ne mesurez rien du tout. La Voie lactée est dans le cas où, oui, vous pouvez mesurer la masse. Les autres galaxies, c'est un peu plus difficile parce qu'elles ont été formées plus récemment. Notre galaxie, c'est il y a 10 milliards d'années. Donc 10 milliards d'années, ben, le gaz, les étoiles, elles ont le temps de faire plein d'orbites. Hein. Donc elles ont le temps de se mettre à l'équilibre. Les autres galaxies, 6 milliards d'années, c'est moins bien. Donc on se retrouve avec ce problème. Donc notre Voie lactée, elle a l'air d'avoir de la matière sombre, mais pas énormément. Et puis les autres galaxies ont l'air d'avoir des courbes de rotation plates avec énormément de masse sombre. Vous voyez la différence? 60 milliards de masse solaire sur 206 milliards, ça fait presque un tiers. Les autres galaxies, on trouve plutôt un dixième. La matière baryonique ne représente qu'un dixième, ça, donc la matière sombre représente 90%. Et puis, on a une mesure qui vient du satellite Planck, qui nous propose une mesure où la matière sombre représenterait, la matière baryonique, pardon, représenterait seulement un sixième de la matière. Ou si vous préférez, la matière sombre correspondrait au 5/6. Donc là, on se retrouve dans le cadre où notre galaxie a l'air d'être le vilain canard, on va dire, puisqu'elle n'a pas l'air de représenter, on n'a pas l'air de retrouver la même chose que pour les autres galaxies, voire que tout l'univers. Alors évidemment, la première réaction, c'est de dire, bah, écoutez, il y a 100 milliards de galaxies, mes braves gens, on en a observé, on a fait des courbes de rotation pour au moins un peu moins d'une dizaine de milliers, on va dire, en tout cas plusieurs milliers. Vous en trouvé une qui ne marche pas, les autres sont bonnes, vous avez tort. Voilà. Bon, ça c'est la première réaction qui est une logique, tout à fait, qui a une logique. On peut se poser une autre question qui est le problème de la méthode. Comment on mesure la masse et comment on mesure une courbe de rotation? Alors le problème de la méthode, c'est un problème très intéressant parce que pour les galaxies externes, Andromède, les autres galaxies, on ne travaille pas du tout de la même façon que pour la Voie lactée. D'abord, on n'a pas envoyé de satellite dedans. C'est trop loin. Et on n'est pas prêt de le faire. C'est vraiment beaucoup trop loin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous voyez une galaxie comme celle-ci, bah, vous allez vous dire, cette partie-là, elle se rapproche de nous, cette partie-là, elle s'éloigne de nous. Vous allez mesurer les vitesses radiales, d'accord? Et vous allez dire, bah, grâce à ça, j'ai ma courbe de rotation, de ce côté-là et de ce côté-là. Et comme ça, on peut effectivement, bah, dès qu'on a une courbe de rotation, on peut mesurer une masse. Mais il y a un petit problème dans cette méthode. Avec Gaïa, on connaît l'espace à 6 dimensions. Hein, c'est pas Star Wars, hein, c'est vraiment les 6 dimensions, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que vous avez 3 dimensions spatiales, 3 dimensions de vitesse. C'est-à-dire que pour toutes les étoiles qu'on mesure sur la courbe de rotation de la Voie lactée, on est capable de connaître parfaitement leurs orbites. Par contre, pour les galaxies externes, on dispose de 2 positions, position dans le ciel, hein, alpha, delta, hein, tout bêtement, et puis une vitesse sur la ligne de visée. C'est-à-dire qu'on a un espace à 3 dimensions. Ce
serez d'accord avec moi que 3 étant nettement plus petit que 6, ça veut dire qu'on a de l'indéterminé. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de déterminer, en particulier les problèmes d'équilibre, justement. Donc une des études en cours, c'est d'essayer de voir si les autres galaxies, n'auraient pas eu des collisions relativement assez récentes qui pourraient expliquer ces fameuses courbes de rotation plates. Et ça, c'est quelque chose, je vous montrerai un exemple. Et puis, on peut se poser encore une autre question. Est-ce qu'en faisant ce travail sur la courbe de rotation, vous voyez, la courbe de rotation, elle s'arrête typiquement à 25 kg par sec, 30 kg par sec. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de la matière un peu plus loin? Et effectivement, c'est une très bonne question. Parce que celle-là, a priori, on ne l'a pas vue dans la courbe de rotation. Et effectivement, si on va chercher dans ce que j'appellerais vraiment les frontières les plus externes de notre Voie lactée, parce que vous voyez, pour définir un objet, il faut pouvoir définir sa taille. Et pour la Voie lactée, ce n'est pas facile de définir la taille. C'est même pas facile pour notre propre système solaire. Vous voyez? Alors, si ce n'est pas facile pour notre système solaire, vous imaginez, c'est pas facile pour l'ensemble. Par exemple, vous avez le même problème pour l'atmosphère terrestre. Hein. Ça, c'est un aparté sur qui concerne éventuellement les problèmes de réchauffement. Donc on connaît la masse, ce que j'appelle la masse dynamique de la galaxie, parce que ça c'est la courbe de rotation, ça on la connaît. Mais on sait qu'autour de notre galaxie, il y a aussi un gaz très très chaud, et un gaz qui est très particulier parce qu'il a des températures qui peuvent atteindre jusqu'à 10 millions de degrés. Et 10 millions de degrés, c'est tellement chaud qu'en fait le système n'est pas à l'équilibre avec la gravitation. Donc il y a un gaz, on va dire. Pour l'instant, je simplifie. Et puis, en fait, pour comprendre l'effet de ce gaz, il faut regarder d'autres objets. Et il faut regarder en fait la chute des nuages de Magellan sur notre galaxie. Alors pour la petite histoire, j'aurais pu vous le montrer tout à l'heure, les nuages de Magellan sont deux petites galaxies. Pour ceux qui ont eu le bonheur d'aller dans l'hémisphère sud, c'est les joyaux de l'hémisphère sud, hein, c'est une beauté, c'est un rêve, je vous dirais. Ces deux petites galaxies qui ont une propriété très curieuse, c'est qu'elles viennent de nous tomber dessus. Elles viennent d'arriver. En fait, elles nous sont tombées dessus il y a 1-2 milliards d'années. Et ce n'est pas du tout des satellites de notre Voie lactée. Elles viennent de nous arriver. Et puis ce qu'on a observé ensuite, ce que vous voyez ici, c'est la carte totale de tout le ciel, mais tout le ciel en gaz H1, en gaz neutre. C'est fait à 21 cm. Ce que vous voyez ici, c'est le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan. La Voie lactée, on la voit comme un disque, hein, pareil que ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on observe. Et puis vous voyez ça, il y a un gigantesque courant qu'on appelle le courant magellanique, qui est carrément accroché aux deux nuages de Magellan, et qu'on est arrivé à modéliser, je vais vous montrer ça tout à l'heure, qu'on est arrivé à modéliser comme étant l'effet, vous avez un petit objet qui tombe dans un beaucoup plus grand, la Voie lactée est plus grande, hein, d'accord. Ces deux objets contiennent énormément de gaz, la galaxie contient du gaz chaud, vous doutez que vous allez voir, ça ne va pas être un choc très aimable, parce que la petite galaxie, quand elle va commencer à tomber dans la grande, va y avoir un effet de pression dynamique du gaz contre le gaz. Et ça donne ça. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une carte comparable du ciel en haut, ce que vous voyez ici, en haut. C'est une carte du ciel dans laquelle on a fait un peu la même chose. Je vous avais raconté, vous vous souvenez, avec la Voie lactée, on avait redressé la Voie lactée dans le ciel. Là, on a redressé le courant magellanique dans le ciel, qui correspond, vous voyez, au contour grisé ici. Donc ça, c'est le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan, et ça, c'est le grand courant magellanique. Ce que vous voyez ici, c'est le début de la simulation, où on voit les deux nuages de Magellan. Ici, vous avez la même chose, mais pour tout ce qui concerne le gaz chaud. Et puis ici, vous avez une projection en vitesse en fonction du rayon, en fait. Et puis ici, vous avez la distance. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais je vais vous montrer l'animation parce qu'elle vaut le coup. Vous allez voir en fait les deux objets qui tombent, hein, vous voyez leur distance, ça décroît, qui s'alignent, et la pression dynamique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle expulse le gaz des petites galaxies,
et forme ce gigantesque courant magellanique. Alors pourquoi je dis gigantesque? C'est en fait la taille du courant magellanique projeté sur le ciel, c'est 230 degrés, c'est plus qu'un horizon. C'est le deuxième objet le plus grand dans le ciel, après la Voie lactée. Et donc une fois qu'on a reproduit ça, effectivement, on est capable de mesurer le gaz qu'il y avait dans la galaxie, qui est responsable de ça. Et du coup, on trouve un résultat très intéressant. Si on trouve d'une part que oui, il y a de la matière vraiment à l'extérieur de ce rayon de 30 kg par sec, que c'est de la matière extrêmement diffuse, que c'est du gaz très chaud, qui n'est pas à l'équilibre. On peut mesurer sa masse, elle est de l'ordre de 150 milliards de masses solaires, donc ce n'est pas négligeable. Mais par contre, la masse précédente dont je vous ai parlé, 206 milliards de masse solaire, a été concentrée dans un volume de 30 kg par sec. Là, on a une masse presque équivalente, mais dans un volume de 300 kg par sec, 10 fois plus grand en rayon. Mais 10 fois plus grand en rayon, ça veut dire quoi en volume? Alors, 1000 fois plus grand. Ça veut dire que la densité est 1000 fois plus petite et que ça n'affecte pas du tout la courbe de rotation. Donc on sait qu'il y a un gaz, on ne sait pas du tout s'il participe à l'équilibre dynamique de la galaxie. En fait, c'est un gaz qui est un peu dedans, un peu dehors. En tout cas, il ne participe pas à ce qu'on appelle la masse dynamique de la galaxie. Donc il y a de la matière à l'extérieur, mais cette matière ne change pas fondamentalement le bilan baryon-matière sombre dans notre galaxie. Alors maintenant, on peut se poser la question, oui, mais tout ça c'est bien gentil, mais quand même, on aurait pu trouver ça avant, quand même. Il ne fallait pas attendre la courbe de rotation, il y avait quand même... On peut se dire, qu'est-ce qu'ont fait les autres avant, ou est-ce que le travail qui est montré ici, est-ce qu'il est correct? Vous voyez, il faut se poser la question, c'est scientifique. Dans le passé, effectivement, je crois que je l'ai assez répété, on n'avait pas de courbe de rotation, la Voie lactée. Donc, quand on n'a pas, les astronomes, ce qu'ils font, ils vont chercher ailleurs. C'est de bonne guerre, c'est normal. Hein. Alors, chercher ailleurs, c'est quoi? Il se trouve qu'il n'y a pas que des étoiles dans le disque. Il y a aussi des étoiles qui sont dans des objets qui s'appellent les amas globulaires. Et les amas globulaires, vous voyez ici le disque de notre Voie lactée, le bulbe. En fait, on voit bien que le bulbe, c'est une barre, le centre galactique. Et en fait, les petits points ici correspondent à ce qu'on appelle les amas globulaires. Ces amas globulaires, eux-mêmes, sont aussi en mouvement autour de la Voie lactée. Parce que la force gravitationnelle de la Voie lactée, elle existe. La question qu'on peut se poser tout de suite, pourquoi pas utiliser ces amas pour mesurer la masse de la Voie lactée? Et puis, il n'y a pas seulement des amas globulaires, il y a aussi des galaxies naines. Il y a plein de toutes petites galaxies, on en découvre encore. On en est à peu près à 80 aujourd'hui, de toutes petites galaxies, mais des galaxies qui sont tellement petites, vous avez du mal à imaginer. Vous voyez, notre galaxie contient 150 milliards d'étoiles approximativement. Les galaxies naines dont je vous parle, il y en a certaines qui contiennent 1 millier d'étoiles. Oui, c'est petit, hein, c'est vraiment... on se croirait chez nous. En fait, il y a des problèmes à ces méthodes. Le premier problème, c'est l'équilibre. En dynamique, la seule chose qui intéresse le dynamicien, c'est l'équilibre. Est-ce que votre système est à l'équilibre ou est-ce qu'il n'est pas à l'équilibre? En fait, je crois avoir été assez convaincant pour montrer que, oui, les étoiles du disque, elles font des rotations où qu'elles soient, elles sont à l'équilibre. Par contre, les autres méthodes doivent démontrer que c'est à l'équilibre, ce qui est absolument normal. Donc je vous donne un exemple, je vous ai parlé du grand nuage de Magellan, et je vous dis, oui, vous savez, le grand nuage de Magellan, il vient d'arriver, il vient juste de passer à ce qu'on appelle son périssentre, c'est-à-dire son approche la plus petite par rapport au centre de la Voie lactée, hein, il est à 50 kg par sec de la Voie lactée. Donc on peut se poser la question, tiens, si on prenait le grand nuage de Magellan, il est à 50 kg par sec, c'est beaucoup plus que la courbe de rotation, hein, vous voyez, c'est par là. Et puis on pourrait se poser la question, tiens, le truc amusant à faire, c'est de mesurer la masse de la Voie lactée en disant que le grand nuage de Magellan est à l'équilibre. Mais si vous faites ça, vous oubliez une chose fondamentale, vous oubliez la vitesse initiale de chute. Donc en termes de bilan d'énergie, vous oubliez une composante essentielle qui n'a rien à voir avec la masse. La vitesse d'un système gravitant, c'est sa vitesse circulaire, sa vitesse de rotation autour du système. Mais si vous avez ajouté une autre vitesse, qui est la vitesse initiale, la façon dont il tombe, dont il arrive, vous allez trouver quelque chose de très curieux, et en fait c'est ça que vous allez trouver. Si vous voulez bien marcher. Vous allez trouver une courbe de rotation qui ferait ça,
et puis ensuite qui remonterait. Alors en termes de masse, c'est quelque chose de très très amusant, parce qu'en termes de masse, ça voudrait dire que vous avez une masse ici de 206 millions, 206 milliards de masse solaire, et puis d'un seul coup, ici, il faudrait que ça remonte à 1000 milliards. Donc c'est un petit peu comme si vous jouez avec des haltères, voyez, et puis vous essayez de les faire tourner indéfiniment pendant des centaines de fois. Je vous conseille de jouer le jeu, c'est très amusant, vous cassez la gueule, c'est garanti. Parce que le poids des haltères, il est dans le poids des haltères, c'est-à-dire il est à l'extérieur. Et ça, c'est un système qui est définitivement pas à l'équilibre. Donc notre galaxie n'est pas une paire d'haltères, si vous préférez. Je l'accepterai. Alors revenons à nos moutons. On peut maintenant essayer de faire un bilan. En fait, le nuage de Magellan a une orbite, là j'ai un petit cran plus loin, a une orbite qu'on appelle excentrique. Alors là, il faut juste je vous donne l'information sur ce que c'est l'excentricité. L'excentricité d'une orbite, l'excentricité d'une orbite circulaire, c'est 0. L'excentricité d'une orbite elliptique, une ellipse, par exemple, c'est inférieur à 0, c'est inférieur à 1, mais c'est supérieur à 0. Et puis, vous avez des objets, le nuage de Magellan est un bon exemple, où l'orbite est quasiment hyperbolique. C'est-à-dire que l'excentricité est plus grande que 1. D'accord ? Et le problème qu'on peut se poser, que je vous ai posé tout à l'heure, si vous utilisez le nuage de Magellan pour mesurer la masse de la Voie lactée, c'est le problème maintenant que j'appelle le problème Oumuamua. Est-ce que vous avez entendu parler d'Oumuamua ? Non, personne ? Si, quand même. Alors, Oumuamua, ça fait les unes de beaucoup de journaux il y a quelques années, plus américains. Parce que c'est un tout petit caillou, enfin, astéroïde, qui n'appartient pas au système solaire, et qui est venu nous visiter. Il est venu voir le Soleil, il est venu à côté du Soleil, bon, il avait envie de se balader, jusqu'à ce que certains astronomes, y compris d'ailleurs le directeur du département d'astrophysique d'Harvard, quand même, excusez du peu, qui pensaient même que ça pouvait être des extraterrestres dans un vaisseau spatial. Bon, admettons. Mais en fait, moi, là, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est pas ça. C'est que Oumuamua, il est passé près du Soleil, il est parti, hein, on ne le verra plus jamais. Hyperbolique. Hein, vous voyez, hyperbolique, c'est comme ça. Tchouk, ça part après, ça s'en va. Et Oumuamua, il se trouve qu'il a une excentricité justement comparable au nuage de Magellan. Donc le petit calcul, et n'importe qui peut le faire, hein, c'est vraiment un calcul très facile, c'est de calculer, considérez qu'Oumuamua est à l'équilibre avec le Soleil, mesurez la masse du Soleil. Vous savez ce que vous trouvez ? 2 fois la masse du Soleil. Parce que vous avez oublié la vitesse initiale de l'objet. Voyez ? Donc c'est un problème simple en physique, en équilibre. Il faut, si vous voulez mesurer la masse d'un objet à partir de la dynamique, vous devez être sûr que le système est à l'équilibre. Ce qui semble assez naturel. Alors c'est un exercice qu'on a fait, justement ce calcul d'excentricité. On a pris tous les amas globulaires de la Voie lactée, et puis on a regardé leur distribution en excentricité. Et pour différentes masses. On a pris des masses, la masse qu'on mesure avec Gaïa, jusqu'à des masses 7 fois plus grandes. Et alors vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que ça bouge quasiment pas. En fait, une autre façon de dire, les amas globulaires sont à l'équilibre avec la Voie lactée, sauf, si vous voulez bien, 2 d'entre eux qui s'appellent Pyxis et Eridanus, qui, vous voyez, sont juste là, et qui ne sont pas à l'équilibre si la masse de la Voie lactée est faible. Maintenant, on peut regarder les galaxies naines. Les galaxies naines, c'est beaucoup plus dramatique, parce que vous voyez que si vous êtes dans un système très massif pour la Voie lactée, bah oui, grosso modo, c'est des satellites de la Voie lactée, elles ont une excentricité plus petite que 1. Mais si vous commencez à aller des petites masses, elles sont toutes libres, au contraire. Vous pouvez même arriver à des masses absolument extraordinaires, juste avec les galaxies naines. Donc la conséquence, en fait, de tout ça, c'est que les étoiles du disque de la galaxie sont bien à l'équilibre, on a regardé, leurs orbites sont circulaires. Les amas globulaires, en fait, sont compatibles avec la masse qu'on trouve avec les étoiles du disque.
si on enlève 2 amas, qui viennent probablement d'arriver. Et puis par contre, les galaxies naines, il y a un gros problème, parce que si elles étaient à l'équilibre, on ne pourrait pas expliquer la courbe de rotation de la Voie lactée. Donc il y a un problème. Donc évidemment, ça pose la question, est-ce que ces galaxies naines, qui sont dans notre voisinage, est-ce que c'est des satellites de la Voie lactée? Est-ce qu'elles sont à l'équilibre avec la Voie lactée? Puisque la masse qu'on trouve n'a rien à voir avec la masse qu'on trouve avec des objets à l'équilibre. Et là, les choses commencent à devenir un peu corsées, parce que, en fait, ce qu'on a travaillé, là, c'est tout petit peu plus ardu, je me permets, c'est qu'on a commencé à construire des choses un peu fondamentales, des notions un peu fondamentales en physique, qui s'appellent l'énergie orbitale ou l'énergie de liaison, en fonction du moment angulaire. En fait, c'est des quantités assez fondamentales. Vous avez un objet qui fait une orbite, vous pouvez calculer son énergie orbitale, quelle est son énergie, son énergie qui est le résultat, la combinaison de l'énergie cinétique et du potentiel en masse de l'objet. Et puis le moment angulaire qui est rien d'autre que le produit vectoriel du rayon par la vitesse. Donc c'est des quantités qui sont absolument fondamentales pour des orbites. Vous voyez que là le diagramme a été séparé en deux parties, petites excentricités, grandes excentricités. Les croix correspondent à des amas globulaires et les triangles correspondent à des petites galaxies naines. Alors là, on a fait quelque chose de vraiment très simple. C'est qu'on s'est posé une question, et la question c'est la suivante. C'est quand vous avez une galaxie comme la nôtre, à votre avis, la Voie lactée, il y a 12 milliards d'années, elle avait la même masse qu'aujourd'hui ou pas? Elle était beaucoup plus petite en fait. Notre galaxie s'est formée, comme toutes les galaxies, se forme par accrétion de galaxies qui étaient petites, puis qui au fur et à mesure en font des plus grandes. Donc il y a 12 milliards d'années, notre galaxie, elle avait la taille du nuage de Magellan. Vous voyez ? Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si un objet est capturé par la galaxie il y a 12 milliards d'années, il est capturé par une petite galaxie. Donc son énergie de liaison, et il doit orbiter très près de ce petit objet. Maintenant, la galaxie grossit. Au fur et à mesure que la galaxie grossit et qu'elle capture d'autres objets, ces objets vont avoir des orbites plus hautes, des énergies orbitales plus grandes, ou des énergies de liaison plus petites. Et c'est exactement ce qu'on a fait là, dans ce diagramme. Donc vous voyez, certains des amas globulaires sont associés aux bulbes de notre galaxie, et puis, effectivement, on peut les associer directement, vous voyez, en position, en énergie, on les associe exactement à leur énergie ici. Et puis on a continué le jeu avec la collision de notre galaxie, avec un événement qui est lié, qui s'appelle Kraken, et puis on arrive effectivement à les mesurer ici. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ces objets, vous voyez, sont toujours au même niveau d'énergie. On peut calculer exactement leur niveau d'énergie avec des barres d'erreur qui sont petites. Et puis Sagittarius, pareil. Du coup, on arrive à quoi? On arrive à une relation qui est quasiment linéaire entre les événements qui sont passés, leur époque. Alors ça, c'est l'époque dans le passé. 0, c'est aujourd'hui. Moins 13 milliards d'années, c'était l'élaboration du bulbe de la Voie lactée. Et on arrive à une relation linéaire qui est exactement celle qu'on attend, puisque, comme je vous l'ai dit, quand la galaxie était très petite, ça correspondait à des énergies qui étaient beaucoup plus petites ou des énergies de liaison qui étaient beaucoup plus grandes. Au fur et à mesure que le système grandit, les objets qui viennent d'être accrétés sont de plus en plus éloignés avec des énergies de liaison plus petites. Et du coup, on a pu déterminer où étaient les galaxies naines. Et là, vous voyez que les galaxies naines, en fait, elles viennent de tomber il y a 3 milliards d'années. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser pas mal de questions, parce que ça a beaucoup d'impact dans leur physique. Parce que les galaxies naines, elles sont situées à une certaine distance de nous. Et le problème, en 3 milliards d'années, elles n'ont pas le temps de faire une seule orbite. Donc là, on se retrouve avec le même problème que le nuage de Magellan.
on se retrouve avec le problème qu'on ne peut pas mesurer la masse de la Voie lactée avec les orbites des galaxies naines, qui correspond à ce que je vous avais dit précédemment. Donc ça a été publié par c'était une des news de l'ESA, qui dit que les compagnons de la Voie lactée, ils viennent d'arriver. Alors que ça faisait 40 ans qu'on pensait que c'était des satellites. Hein, quand même. Oui. Alors ça, c'est la faute à Gaïa. Hein, vous voyez, Gaïa a permis cette fois de mesurer effectivement de façon très précise les orbites des objets qui sont dans le halo de notre Voie lactée. Alors ça a plein de conséquences. Alors la première conséquence, c'est sur la dynamique de la Voie lactée. Donc on a une courbe de rotation qui est précise, on a une décroissance qui est plérienne, on a une masse qui est plus petite que ce qu'on pensait. Cette masse est très différente de ce qu'on trouverait avec les galaxies naines parce que les galaxies naines ne sont pas à l'équilibre, tout bêtement. Si vous mesurez la masse avec des objets qui ne sont pas à l'équilibre, vous allez trouver une masse énorme. Mais ce n'est pas la bonne. Et puis on arrive aussi avec un problème, une question, et on va voir, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. On a vraiment un questionnement par rapport à la cosmologie, on trouve moins de matière sombre que ce qui était prévu. Voilà, pour dire les choses. À peu près 2 fois moins. Et puis, il y a une autre conséquence, c'est qu'on peut maintenant, grâce à ça, connaître le contenu en masse sombre des galaxies naines. Je vais vous expliquer. En fait, les galaxies naines étaient considérées comme les objets qui avaient le plus de matière sombre. Certaines d'entre elles, on considérait qu'il y avait 1000 fois plus de matière sombre que d'étoiles. 1000 fois plus, excusez du peu, hein, c'était quand même une grosse affaire. Et à l'époque, donc on considérait que ces objets avaient été bourrés de matière sombre, il y avait quelques étoiles qui se battaient, mais on a toujours su que ces galaxies sont tombées à une époque dans notre galaxie. On pensait qu'elles étaient tombées il y a 8 milliards d'années, ce qui est très différent de moins de 3 milliards d'années. Du coup, pour faire ça, on savait que les galaxies originelles, les progéniteurs des galaxies naines, on connaît, on sait qu'elles sont pleines de gaz. C'est-à-dire, avant de tomber dans la Voie lactée, les galaxies naines étaient pleines de gaz. Elles n'étaient pas non seulement pleines de gaz, mais elles étaient en plus en rotation. Or, les galaxies naines qu'on observe aujourd'hui, proches de la Voie lactée, elles n'ont plus un brin de gaz, elles n'ont plus un brin de rotation. Elles sont supportées par leur vitesse de dispersion, si vous préférez, leur vitesse chaotique. Du coup, si ces objets avaient par exemple 1000 fois plus de matière sombre, la matière sombre, elle fait quoi? La matière sombre, elle empêche les effets, je vous ai parlé de pression dynamique, je vous ai parlé d'effets de marée, elle protège en fait le système de ces effets-là. Et du coup, pour transformer, ça c'est quelque chose qui a été fait par Lucio Mayer, qui est un astronome suisse, lui il avait besoin pour transformer un objet initial qui était un disque, vous voyez, il le transforme 3 milliards d'années après, mais il lui faut 10 milliards d'années pour transformer cet objet de façon totalement radicale entre un objet qui est en rotation et un objet dans lequel les vitesses sont totalement chaotiques. C'est très sévère, hein, c'est très dur de transformer la dynamique d'un système. Transformer la dynamique d'un système, c'est transformer le système dans le plus profond fondement. Hein, c'est fondamental, la dynamique d'un objet. Si vous transformez une rotation en dispersion de vitesse, il faut vraiment faut utiliser une bonne machine à laver, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, effectivement, les galaxies naines, ça ne va pas du tout, parce que ça ne rentre pas du tout dans le scénario, puisqu'elles sont là depuis 3 milliards d'années. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, la réponse qu'on propose, c'est celle-ci. Ce qu'on propose, en fait, c'est que les progéniteurs de galaxies naines, oui, elles étaient riches en gaz, mais cette fois, on a retiré cette matière sombre. Et en faisant ça, on obtient, et je vous demande de regarder la vidéo avec attention, le bleu correspond au gaz, l'objet vient de rentrer. Ce que vous voyez ici, c'est le rayon d'approche de la petite galaxie dans notre Voie lactée. Et vous voyez que le gaz, il fait un peu comme ce qui s'est passé dans le grand courant magellanique. La petite galaxie a perdu tout son gaz. Dans ce cas-là, elle perd toute sa dynamique, parce qu'elle a été dominée par le gaz, et vous vous retrouvez avec un objet qui est totalement transformé. Mais je vais même revenir sur la vidéo, parce que là, vous comprenez bien que c'est une... Oups, voilà. Vous
comprenez bien que c'est une machine à laver particulièrement offensive. En fait, la petite galaxie est tellement petite par rapport à notre Voie lactée qu'elle est absolument détruite. En fait. Alors ça a plein de conséquences parce qu'on pensait que ces petites galaxies naines étaient des galaxies à l'équilibre, bourrées de matière sombre. Et là, on arrive au résultat exactement inverse, c'est qu'ils ne sont absolument pas à l'équilibre et qu'elles ont éventuellement même plus de matière sombre. Oui, ça change un peu le paradigme. Donc c'est un peu, vous voyez, Gaïa, et ça c'est Gaïa hein, qui nous donne ce genre de résultat. On pensait, si vous voulez, à l'époque, on n'avait que les vitesses radiales des objets, donc on avait l'impression, par exemple pour les nuages de Magellan, je vais vous donner l'exemple, les nuages de Magellan, on mesurait leur vitesse radiale. Et puis on s'est dit, bon, la vitesse qui est perpendiculaire à la vitesse radiale, c'est la même. C'est le plus simple. Maintenant, manque de bol, c'était 2 fois plus. Et ça explique pourquoi les nuages de Magellan viennent d'arriver. Et en fait, ce que je vous montre là, c'est exactement la même chose. C'est le même principe, excepté que c'est pour la quasi-totalité des galaxies naines. Alors évidemment, ça change un peu le paradigme de la matière sombre dans ces objets, puisqu'on est passé d'objets qui avaient 100 fois, 200 fois, 500 fois, 1000 fois plus de matière sombre, à des objets qui, a priori, la matière sombre est plutôt gênante, on va dire. Elle n'aide pas, en tout cas. Et puis, là, je vais me permettre quand même de vous donner un dernier petit scoop, parce que vous voyez, une des grandes questions, et je vous en ai parlé au début, la Voie lactée a l'air d'avoir moins de matière sombre. Je n'ai pas dit qu'elle n'en avait pas, je dis qu'elle en avait moins. Très différent. Oui, mais ça, ce n'est pas en accord avec les galaxies externes, les courbes de rotation externes. Là, je vais vous présenter, alors vous n'en parlez pas, hein. Un article qui n'est pas encore soumis, c'est Andromède. Alors Andromède, j'ai une petite préférence pour Andromède parce que, en fait, sur Andromède, on a passé, avec deux collègues, Yangbing Yang et Jiangbing Wang, on a passé 3 ans à essayer de comprendre complètement cette galaxie et à la modéliser jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire depuis le centre jusqu'au bord le plus lointain. Vous allez voir un peu le genre de choses. Donc, je vous reprends ce diagramme que vous avez vu tout à l'heure. Hein. Depuis 99 ans, on avait découvert en 1925 déjà le problème de la matière sombre, dans les faits, puisqu'il y a ce problème de courbe de rotation plate. Ça a été repris dans les années 70-80, et puis c'était beaucoup basé sur Andromède. C'est pour ça que j'ai rajouté « est-ce que c'est bien correct ?» Vous allez voir que pour Andromède, il se passe des choses. Alors avant tout, je dois aussi vous présenter la galaxie d'Andromède. C'est ma favorite, donc j'en peux en profiter. D'abord, la première chose, dans le ciel, c'est magnifique. C'est le joyau de l'hémisphère nord, à regarder sans lune. C'est pas loin de la constellation de Pégase, entre Cassiopée et Pégase. La taille de ce disque, le disque de M31, de la galaxie d'Andromède, c'est 10 fois la Lune, en surface. C'est grand. C'est beaucoup moins brillant. Donc il faut regarder avec des jumelles, par exemple. Et puis c'est une galaxie qui est vraiment particulière. Pendant peut-être 60 ans, on a cru que c'était la jumelle d'une galaxie. Mais alors je vous jure que ce n'est pas la jumelle. Mais alors pas du tout la jumelle. C'est même difficile de trouver 2 sœurs aussi lointaines. La première chose, c'est que notre galaxie, il y a très peu d'étoiles et de matériel dans le halo de notre galaxie, il n'y a presque rien. Andromède, c'est exactement le contraire, elle est bourrée de matière, il y a de matière partout, il y a un courant géant d'étoiles, je vous montrerai. Et puis notre galaxie, elle a un moment angulaire qui est un peu poussif. Andromède, c'est presque la galaxie la plus rapide du point de vue de son moment angulaire. Une propriété encore plus rigolote pour Andromède. Si vous prenez une étoile dans Andromède, à la même distance du centre, et vous regardez son mouvement, et vous la comparez à celui du Soleil, le Soleil, il tourne autour du centre de la Voie lactée à 240 km par seconde. On en a déjà parlé. Puis maintenant, on peut s'intéresser, est-ce qu'il a d'autres mouvements? La réponse est oui, il a un autre mouvement, le Soleil. Il tourne, sa vitesse de rotation, mais il a aussi une vitesse perpendiculaire. Et c'est normal,
puisqu'il rencontre d'autres étoiles, il est attiré gravitationnellement par d'autres étoiles, donc il y a un petit effet. Mais le petit effet, la vitesse perpendiculaire, c'est 10 km par seconde. Alors pour un dynamicien, il ne s'intéresse pas du tout à la vitesse, lui, il s'intéresse à l'énergie cinétique, qui n'est rien d'autre que le carré de la vitesse. Et quand vous faites le carré de 10 divisé par le carré de 240, ben vous trouvez moins de 1%. C'est-à-dire, grosso modo, façon de dire un peu plus brutalement, on se fiche complètement de la vitesse perpendiculaire du Soleil. Ça n'a aucun effet sur le bilan d'énergie. Maintenant, vous prenez la même étoile, 5 milliards d'années en âge, la même distance par rapport au centre d'Andromède, et puis vous regardez ce qui lui arrive. Elle tourne, vitesse circulaire, 240 km par seconde. Vous dites, ah super, c'est vraiment la jumelle de la galaxie. Mais pas de bol, vous prenez la vitesse perpendiculaire à la vitesse de rotation, vous trouvez plus de 100 km par seconde. C'est plus négligeable du tout. Vous trouvez même jusqu'à 150 km par seconde. Donc en fait, ce qu'on appelle le disque de M31 que vous voyez là, c'est en fait un disque, on appelle ça un disque épais. Vous voyez, c'est plus un disque mince. Pour les étoiles âgées, c'est un disque épais. Donc ça a été une propriété qui a été découverte par des astronomes américains qui ont observé plusieurs dizaines de milliers d'étoiles dans Andromède, avec un spectrographe installé au grand télescope Keck. Et puis on a aussi trouvé que, il y a 2-3 milliards d'années, il y a une énorme bouffée de formation stellaire dans Andromède, alors rien du tout dans la Voie lactée. Et en fait, tout ça s'explique par un modèle extrêmement simple. C'est qu'en fait, il y a 2 à 3 milliards d'années, il y a une énorme collision dans Andromède. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est une vidéo qui vous montre un peu ce qui s'est passé, un peu l'histoire, pour voir comment ce disque épais s'est formé, comment le disque mince s'est formé, comment on a formé Andromède, en fait. Alors, l'histoire commence il y a 7 milliards d'années, en fait, avec une rencontre entre 2 galaxies. Et puis la plus grosse a finalement réussi à capturer la plus grande. Alors on tourne beaucoup plus vite parce que le temps, il faut faire passer le temps. Donc là, on est au 2e passage, vous voyez. Et les 2 galaxies, elles vont fusionner pour donner plus qu'une seule galaxie. Alors ce que vous voyez, le disque épais, ça correspond à ce qui est vert, et le disque mince correspond à ce qui est bleu. En fait, les étoiles vieilles, comme notre Soleil, sont dans le disque vert, et les étoiles les plus jeunes sont dans le disque bleu. Donc vous voyez, là, on a reformé le disque de la galaxie d'Andromède, et puis on le compare au disque observé, c'est pas trop mauvais. Un peu de ressemblance, on va dire. Alors ça, c'est pour la forme de l'objet. Bon, il y a des structures internes, la barre, etc., qu'on arrive aussi à définir. Mais maintenant, on va s'intéresser à l'extérieur. C'est-à-dire, Andromède, je vous ai dit, le halo d'Andromède, il y a plein de monde là-dedans. Il y a beaucoup plus de monde que dans la Voie lactée. D'où ça vient? En fait, c'est un peu ce que vous allez voir. Donc c'est la même, ce que je vais vous montrer, c'est la même simulation, avec la seule différence qu'on va faire, c'est qu'on va changer le contraste. On va changer la taille et le contraste. Donc premier passage, même chose, on tourne très vite parce qu'on veut aller plus vite, et on est au 2e passage, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer le système, on va amplifier pour voir les particules les plus fines, et là on va voir ce qu'on appelle une fusion de galaxies. Quand vous faites une fusion de galaxies, vous allez former ce qu'on appelle des gigantesques queues de marée. Et puis, il y a des étoiles, ça c'est des étoiles, qui vont revenir, parce qu'elles sont attirées gravitationnellement par la galaxie rémanente, et former, vous voyez, ces espèces de boucles, vous les voyez? Et ces boucles-là sont en fait dans le même plan que la queue de marée. Et là, on a vu la galaxie quasiment vue de face, et maintenant, on va la mettre dans le plan du ciel tel que nous, on l'observons. Et en fait, on observe ce grand courant d'étoiles et on observe tout un tas de structures qui sont justement les structures observées. Donc on reforme en fait, avec ce même modèle, exactement le même modèle, on reforme les structures principales qui sont observées dans la grande galaxie d'Andromède. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait un modèle de la dynamique de la grande galaxie d'Andromède. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'une fois que vous avez un modèle, l'avantage d'un modèle, c'est que vous pouvez le faire tourner et vous pouvez récupérer toutes les quantités en 6 dimensions, comme Gaïa. Vous pouvez faire la même chose. Et c'est ce qu'on a fait.
Et ce que vous voyez ici, il faut juste comparer la courbe de rotation. Je ne sais pas si on voit mon pointeur, il commence à faiblir, j'ai l'impression. Ce que vous voyez en cyan, en bleu très clair, vous voyez la courbe de rotation observée de la galaxie d'Andromède. Là, le trait en noir correspond à la courbe de rotation qu'on obtient à partir du modèle. Alors je ne sais pas si vous voyez comme moi, je suis désolé, mon truc ne marche plus. Si, c'est bon. Quand il veut. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la ligne noire et la ligne et les points en bleu ciel, ben en fait, c'est exactement les mêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ben là, on mesure directement la masse d'Andromède avec ça. Et ce qu'on trouve, ben, c'est que la masse d'Andromède, ben, c'est à peu près 2 fois la masse de la Voie lactée. Mais comme il y a 2 fois plus d'étoiles dans Andromède que dans la Voie lactée, bah, la matière ordinaire représente aussi un tiers de la masse dynamique. Donc, visiblement, il n'y a pas que la Voie lactée qui est dans ce cas-là. Donc là, pour conclure, bah, en fait, les premières preuves de l'existence viennent vraiment des courbes de rotation des galaxies, mais ce qu'on peut dire, c'était dans les années 70. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, je ne vous le cache pas, et il faut reconnaître que les preuves observationnelles sont absolument démesurées. Je vous ai parlé de Gaïa, je vous ai parlé de l'ensemble des découvertes faites par des équipes de divers pays, américaines, etc. On est capable maintenant de découvrir la structure, je dirais presque intime des galaxies, c'est-à-dire être capable de les modéliser, de les comprendre. Et donc on est capable, et c'est la seule façon de mesurer leur masse. Si vous préférez, si vous voulez peser une galaxie, il faut connaître son histoire passée. Et puis les autres aspects, évidemment, toujours rester très sensibles à ce que veut dire un équilibre gravitationnel qui est fondamental, évidemment, pour pouvoir travailler. Donc, pour conclure, je vous dirais oui, la recherche de la matière sombre dans notre environnement, en particulier le groupe local, continue. Et c'est une aventure qui est assez amusante parce qu'elle est assez simple, quelque part, mais très fructueuse. Et puis, bah, je voulais, oui, juste faire un tout petit peu de promotion, je me permets. Si vous voulez voyager dans le système solaire, mais essayez de voyager au-delà du système solaire, je ne vous cache pas que ça va être improbable. On parle aussi dedans des trous noirs, on va parler aussi des sursauts gamma, des quasars, etc. Puis sur la formation des galaxies, là j'ai évoqué un peu le problème. Les toutes premières galaxies observées par le James Webb, et puis les questions un peu amusantes sur les grandes structures de l'univers, parce que c'est des choses qui ne sont pas très bien connues du public, et je ne sais pas pourquoi. Et puis un autre aspect, ça j'aurais pas le temps de vous en parler, je le fais assez souvent pourtant, l'astrophysique dit des choses, y compris sur le réchauffement climatique. Mais ça, on pourra en parler peut-être plus tard. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que j'étais compréhensible. Un petit peu d'eau. Voilà, alors on va passer à la séance de questions. J'ai aussi oublié de vous dire que François a été PI, donc responsable de 2 gros instruments sur le VLT, donc le télescope européen au Chili. Voilà, qui veut se lancer la première question? Toujours la plus difficile à lancer. Ouais, Bruno, je vais essayer de passer le micro, c'est pour l'enregistrement. J'arrive. Je remplace Claude. Non, mais d'abord, merci. J'ai adoré la conférence. Du coup, j'ai plein de questions, mais je me limiterai ici à 2. La première question, c'est que tu évoques le fait que les galaxies naines, qui en fait, qui sont d'un arrivage récent, au moment où elles arrivent à proximité de la Voie lactée, elles sont détruites par des effets de marée, mais aussi par des effets de ce que tu évoquais, ce gaz chaud, etc. C'est pression dynamique. Pression dynamique, donc c'est pas un baiser cosmique, c'est assez violent. Mais le problème, c'est qu'en même temps, la matière noire, elle vit sa vie, en fait.
Donc, elle n'est pas a priori affectée. Et donc, c'est pas logique en réalité qu'elles perdent leur matière noire simplement parce que les deux se découplent. Tout à fait. S'il n'y avait que la pression dynamique, en fait, la pression dynamique, a priori, n'affecte pas la matière noire, ni les étoiles, d'ailleurs. Elle n'affecte que le gaz. Et effectivement, même avec de la matière noire, on peut expulser le gaz d'une galaxie. Mais alors là, il se passe un autre effet. Je n'ai pas eu le temps de parler. Un autre effet, c'est que si vous avez trop de matière sombre, dans le cas précis, de matière de façon générale, ce qui se passe, c'est que le gaz, par structure, il va se mettre à l'équilibre avec la matière. Et il va se mettre dans ce qu'on appelle un équilibre hydrostatique. Ça veut dire quoi, hydrostatique? C'est-à-dire juste la température proportionnelle à la masse. En fait, c'est même un peu pire que ça. Et le résultat, c'est que ce gaz va être de plus en plus chaud si vous rajoutez de la matière. Mais du coup, vous avez pu voir, par exemple, les nuages de Magellan et le courant magellanique, c'est un très bon exemple. Si on avait énormément de matière sombre dans le grand nuage de Magellan, on ne verrait pas le courant magellanique, puisqu'il serait ionisé immédiatement. J'espère que ça répond à la première question. Et la deuxième question, mais juste une. La galaxie d'Andromède, elle a 2 galaxies satellites en fait. Est-ce que vous avez pris compte de ces 2 galaxies satellites dans votre simulation? Est-ce que ça a un effet? Alors, effectivement, il y a en particulier Messier 32, d'ailleurs, qui a un peu... Messier 32, il est là. C'est celui-là, Messier 32, et ça, c'est NGC 105. En fait, il y a plus que ça. Hein. Il y a du monde autour d'Andromède. Hein. On est plutôt à 120, à peu près. Alors, nous, on n'en a pas tenu compte pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, Messier 32 est une galaxie très, très particulière, hyper compacte. Certains ont cru pouvoir expliquer que ce serait un résidu de noyau après le merger des 2 grandes galaxies. C'est quasiment impossible, parce que même les trous noirs en fait ont fusionné, donc on se doute que le noyau il a fusionné aussi. Et en fait, ça reste des masses extrêmement négligeables par rapport aux masses des 2 progéniteurs. Donc c'est vrai que non, on n'a pas tenu compte de ça. Il y a une autre galaxie qu'on ne voit pas ici, qui serait à peu près à cet endroit-là du tableau, qui s'appelle Messier 33. Mais là, on pense que Messier 33, d'après les mesures astrométriques, il semblerait que Messier 33, comme les nuages de Magellan, viennent d'arriver. Donc non, on n'a pas tenu compte de ça, effectivement. Une autre question? Oui. Merci. Vos découvertes vont obliger Hélène Courtois à revoir sa théorie, alors si je comprends bien. Alors, je connais beaucoup Hélène Courtois, mais de quelle théorie voulez-vous parler? Dans Nakia, hein, donc l'ensemble des galaxies qui s'en vont vers le grand attracteur. Ça n'a pas d'impact? Pas d'impact? Non, a priori, ça n'a pas d'impact. Ça n'a absolument même aucun impact, parce que les mouvements... Oui, je peux peut-être en parler un petit peu. En fait, il se trouve que tout est en mouvement dans l'univers. Ce n'est pas une grande surprise. Nous, on est en rotation autour du Soleil. Le Soleil en rotation autour du centre de la galaxie. La galaxie, elle est en train de rencontrer plus ou moins, parce que c'est pas précis, on n'a pas les mouvements propres de Gaïa. Elle rencontre plus ou moins la grande galaxie d'Andromède. Vous avez dû entendre parler de ça. C'est entendu, il va y avoir une fusion. Les meilleurs modèles, c'est dans 3 milliards d'années, 5 milliards d'années, 20 milliards d'années, 50 milliards d'années, 100 milliards d'années, ou pas du tout. C'est ça le résultat. Mais donc on est en mouvement. Et on est aussi en mouvement, entre guillemets, dans la direction de l'amas de la Vierge, qu'on ne rejoindra jamais parce que l'expansion de l'univers est beaucoup plus grande que ce mouvement. Et puis il y a encore un dernier mouvement qui est un mouvement vers les superamas d'Hercule et ce qu'on appelle, on appelait ça le Grand Mur, on appelait ça, il y a plein de noms, qui est de l'ordre de 500 km par seconde à peu près, et qu'on voit dans le fond diffus en fait. Il n'y a aucune contradiction parce que ce mouvement existe, c'est des mouvements, mais ce n'est pas des mouvements, et ça vous comprendrez bien, ce n'est pas des mouvements qui correspondent au moindre équilibre. En fait, moi je vous ai parlé que de problèmes d'équilibre. Donc il n'y a aucune difficulté avec Hélène Courtois, qui est une bonne amie, d'ailleurs. Merci. Bonsoir, merci. Une question, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'âge des galaxies, leur vitesse de rotation et la quantité de matière exotique? Et est-ce qu'on peut considérer que la matière exotique est expulsée vers l'extérieur de la galaxie, auquel cas il pourrait y avoir des potentiels de
gravité qui créerait d'autres galaxies ou d'autres phénomènes? On va poser beaucoup de questions, là, quand même. La première chose, c'est que la première question, je ne peux pas y répondre parce que j'ai que 2 galaxies en magasin, donc là, un petit problème. Et vous êtes d'accord, je ne vais pas mélanger les galaxies naines, c'est quand même pas la même chose. La deuxième question, oui. Si vous considérez un merger comme vous voyez, une fusion qui a formé la galaxie comme celle d'Andromède, vous pouvez vous amuser à calculer la quantité de matière. La quantité de matière ordinaire qui a été expulsée, et elle est pratiquement uniquement expulsée par queue de marée. Vous avez vu, hein, c'est magnifique queue de marée. Alors que la matière sombre ne réagit pas du tout de la même façon. Elle, comme elle est... Alors, après, ça dépend de quelle matière sombre. Mais la matière sombre, je dirais, du modèle standard, qui est une matière sombre non interactive, elle se barre dans toutes les directions, approximativement. Et il y a un peu plus de matière sombre qui part que de matière ordinaire. Mais c'est un peu plus, c'est pas non plus un phénomène extraordinaire. En tout cas, ça n'est pas du tout approprié pour la formation de structures parce qu'elle part dans toutes les directions, justement. Là, on pourrait faire des structures, c'est plutôt avec la matière baryonique, puisqu'elle part dans des directions sur les queues de marée. Moi, j'avais une question, je vais jouer le béotien exprès. Vous regardez un peu comment les masses sont... on essaie de déterminer les masses en tenant compte des mouvements, etc. On voit que ça ne colle pas. Comme ça ne colle pas, on se dit il y a de la masse qu'on ne voit pas. On l'appelle matière sombre, on aurait pu l'appeler matière invisible, peu importe. C'est vrai qu'on en parle depuis 40-50 ans, voire plus. On ne l'a toujours pas trouvée. On arrive à dire, ah, mais elle ne se comporte pas comme l'autre, mais on ne l'a toujours pas connue. On ne sait pas si elle existe. Puis il y a des gens qui disent, ah, elle n'existe peut-être pas, et peut-être que c'est nos théories qui ont des problèmes. Où est-ce que tu penses qu'on doit situer le curseur entre la certitude qu'elle existe et le fait que peut-être qu'elle n'est pas du tout là et que c'est nos mesures expérimentales ou nos équations qui ont un souci? Si tu devais faire un pari, qu'est-ce que tu dirais? Oula, en science, faire un pari, oui, je sais bien, c'est pour ça que je suis provocateur exprès. D'abord, première chose. Deuxième chose, non, en fait, nous ce qu'on veut faire, c'est presque aussi, tu parlais de béotien, moi je vais être un peu béotien. L'idée, c'est juste de dire, nous, on est arrivé à une époque, on est capable de mesurer. Parce qu'à l'époque, ce qui était fait, c'était quand même des estimations assez grossières. Je n'ai pas insisté peut-être assez sur la galaxie d'Andromède, mais la courbe de rotation d'Andromède, on reproduit absolument tous les accidents. Tout est reproduit parfaitement. Donc on est à une époque, Andromède, notre Voie lactée avec Gaïa, où vraiment on ne fait plus d'estimation, on mesure. Et pour moi, la solution d'abord, c'est la mesure. Parce qu'avec la mesure, on peut commencer à dire des choses un peu plus sérieuses que dire, ah oui, attendez, je vais prendre le point le plus haut de la courbe de rotation, le point le plus extrême, je vais tracer une droite, et puis je vais dire, la masse s'étend. Ça a été beaucoup trop fait. Je pense que ça, c'était une erreur. Je pense que ça il ne faut pas. Après, pour savoir ce que c'est vrai qu'il y a un problème avec la matière sombre, on le sait. Ça fait 50 ans que accélérateur, détecteur, tentative de détection dans les galaxies naines, tentative de détection... Enfin, on n'a pas trouvé, on va me dire les choses. Donc il y a un problème. Il faut accepter quand même le fait qu'il y a un problème quand on est comme ça. Nous, ce qu'on trouve, là, pour l'instant, c'est que dans les objets qu'on détecte, il y a moins de matière sombre que ce qui était attendu. Mais il manque encore de la matière. Mais les facteurs commencent à devenir plus raisonnables. Au lieu d'un facteur 10, on est en train de parler d'un facteur 2. Ça commence à devenir plus intéressant. Et la question qu'on se pose toujours, et ça s'est toujours posé, il n'y a rien de novateur dans ma réponse, c'est qu'on s'est toujours posé la question, est-ce qu'on a détecté toute la matière ordinaire? Parce que j'ai parlé du gaz chaud pour les effets du gaz chaud sur le reste, mais je n'ai pas parlé du gaz chaud pour les aspects sur la masse. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Mais je pense que tant qu'on n'a pas fait des mesures propres, à la limite, ça ne sert à rien de chercher, à mon sens. Il faut d'abord faire les mesures propres et après on discute. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il vaut mieux le prendre. Quelqu'un s'est posé une autre question? Oui, j'arrive. Alors, je n'ai absolument aucune connaissance à la matière, mais j'ai une petite question de est-ce que la masse est considérée comme quelque chose de stable ou qui peut varier avec le temps? J'espère l'avoir démontré pour notre Voie lactée, quand j'ai parlé de ce diagramme. Je reprends quand même. Non, mais c'est une très bonne question. J'en profite
un peu lâchement, j'admets. Si ça veut bien y aller. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, la réponse est oui, fondamentalement. Une galaxie, c'est un objet, je le considère comme un objet, qui évolue énormément, en fait. Puisque notre galaxie, il y a typiquement 12 milliards d'années, sa taille, c'était le nuage de Magellan. J'espère que vous avez vu la différence de taille, c'est assez violent quand même comme effet. Donc oui, une galaxie évolue dans le temps. Pourquoi? Parce qu'elle accrète de la matière de l'extérieur. Et mieux que ça, quand l'univers était beaucoup plus jeune, en fait, il faut penser quand l'univers, pour vous donner un exemple, quand l'univers, il y a 8 milliards d'années, par exemple, ou non, plus, allez, il y a 12 milliards d'années, je vous le fais à 12 milliards d'années, l'univers avait un rayon qui était typiquement 5 fois moins grand. Donc ça veut dire qu'au cube, son volume était 125 fois moins grand. Donc dans le passé, il y avait plus de galaxies, puisque les petites galaxies sont devenues des plus grandes. Il y avait plus de galaxies et un volume 100 fois plus petit. Donc vous doutez bien que c'était pas très sympa à cette époque-là. Grosso modo, les galaxies se faisaient du rentre-dedans tout le temps. C'est un univers plus petit. Donc la réponse est fondamentalement oui. En fait, les grandes galaxies qu'on connaît se sont essentiellement formées depuis, typiquement, en moyenne, 6 milliards d'années. Donc même depuis 6 milliards d'années, les galaxies ont considérablement changé. Ah, dans l'avenir. Si on se considère qu'actuellement c'est stable. Alors, je peux vous prédire la masse de la Voie lactée jusqu'à 2 milliards d'années. Allez, ça je peux vous la prédire, elle ne va pas bouger beaucoup, pour une raison très simple, c'est qu'on ne va pas accréter grand nombre. Oui, c'est facile ça. 3-5 milliards d'années, ça va dépendre beaucoup d'Andromède. Alors pourquoi il y a ce mystère sur Andromède? C'est parce que c'est à cause du satellite Gaïa. C'est toujours là. Le problème, c'est qu'Andromède est beaucoup trop loin pour Gaïa et que les mesures de mouvement propre par Gaïa sont totalement insuffisantes. À cause de quoi? À cause de tous ces systématiques. Je vous ai beaucoup embêté au début, on parle de systématiques, c'est très emmerdant, j'imagine. Mais nous, on a passé 2 ans à ça, vous voyez. Parce que systématique, c'est des effets vraiment très particuliers qui sont quasiment parfois techniques. Ils peuvent techniques, ils peuvent être scientifiques, etc. Mais ils vous empêchent en fait de connaître précisément une mesure. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas si la Voie lactée va rencontrer Andromède. Vous doutez que si la Voie lactée rencontre Andromède, en fait, il n'y aura plus de Voie lactée, puisque la plus grosse galaxie, c'est vraiment Andromède. C'est clair, par contre, elle est 2 fois plus grosse, quoi qu'il arrive. Donc, ma réponse, je pense avoir répondu. Enfin, j'espère avoir répondu. Voilà. Une autre question? Ok, bon, je pense qu'on va clôturer là. Je vous ai tenu donc, un peu longtemps, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que le bouquin est en vente à l'entrée. Merci beaucoup.